Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans le garage pour ce nouveau numéro. À mes côtés, Driss. Bonjour Driss. Bonjour Alexandre. Alors une émission qui va parler de beaucoup de choses aujourd'hui, puisqu'on va parler de VTC, de Renault également et du CITEC. Tout de suite, je vous propose le sommaire. Depuis des mois, elle fait rage, la polémique entre le lobby des taxis et les services de véhicules avec chauffeur, ces fameux VTC. En cause, une libéralisation qui a permis de voir fleurir les Uber, Snapcar, Drive et autres allocab. Alors, deux nouvelles dispositions ont été annoncées cette semaine. Nous en discuterons avec Christophe Amalric, le directeur marketing d'Allocab. La mobilité du futur, c'est le thème de notre grand dossier. De retour du Japon, Driss nous dira ce qu'il a vu de nouveau et d'intéressant au CITEC, cet événement qui ressemble de plus en plus à un pré-salon de Tokyo. Alors pas question de voitures qui volent, pas encore, mais beaucoup d'électriques et de micro-véhicules. Pour en parler avec nous, le monsieur technologie de Honda, Christophe Lefebvre. La marque la plus connue des Français serait-elle devenue aussi la plus mal aimée ? Comment ce fleuron de l'industrie nationale en est-il venu à faire plus parler pour ses affaires que pour ses voitures ? Renault fait-elle encore des voitures à vivre ? Avec nous dans le garage, Benjamin Cuc, journaliste et auteur du livre noir de Renault. Et enfin, si vous aimez les 4x4 et prendre l'avion en même temps, nous avons peut-être le véhicule qu'il vous faut. Driss a essayé pour nous le Range Sport, on en parle en fin d'émission. Le garage épisode 4, c'est tout de suite sur Watch. Christophe Amalric, bonjour. Bonjour Alexandre. Alors Christophe Amalric, vous êtes directeur marketing de Allocab. On va peut-être rappeler d'abord ce que c'est que les VTC avant de rentrer dans le vif du sujet et de cette polémique qui nous occupe face aux chauffeurs de taxi. Un VTC, c'est quoi exactement ? Alors, un VTC, acronyme pour véhicule de tourisme avec chauffeur, est un entrepreneur en fait qui va prestater un service de transport, donc soit les aéroports, c'est-à-dire j'arrive de l'aéroport et je vais chez moi ou je vais dans un hôtel ou un rendez-vous professionnel. Et donc il va prestater ce service. Initialement, on appelait ça la grande remise. La grande remise, c'était donc une sorte de petite conciergerie où le chauffeur était à disposition de son client pour toutes sortes de demandes. Donc c'est effectivement du transport, mais initialement c'était aussi aller chercher une place de concert, une place, une table dans un grand restaurant, etc., etc. Et depuis, voilà, une petite, quasiment 2 ans. Ouais, qu'est-ce qui a changé et pourquoi est née cette polémique ? Qu'est-ce qui a changé ? À partir de quand ? Et donc, qu'est-ce qui a fait naître cette polémique ? Voilà, donc le VTC a vécu une sorte de standardisation depuis environ 2 ans, notamment en France et dans d'autres pays du monde, où on va pouvoir, avec l'arrivée des smartphones et de la géolocalisation, commander son chauffeur une berline généralement de luxe pour effectuer plutôt un transfert, donc d'un point A à un point B. Et voilà, donc ça fonctionne comme ça. Ainsi est né Allocab, qui fonctionne donc sur le web et sur les réservations. Donc vous allez pouvoir réserver votre véhicule avec chauffeur sur mesure. Ça, on aura l'occasion d'en reparler, je pense. Alors, qu'est-ce qu'ont le droit de faire aujourd'hui les VTC et qu'est-ce qui ne plaît pas aux taxis dans ce droit ? Voilà, alors le VTC n'est pas un taxi, propose un service supplémentaire par rapport à juste un taxi qui, lui, va juste faire un trajet de A vers un point B. Ce qui plaît pas au taxi, c'est que ils considèrent que c'est une concurrence déloyale parce que eux achètent une licence, une sorte de fonds de commerce à 240 000 euros par exemple à Paris. Ça peut être un petit peu plus dans le sud de la France. On arrive à même 500 000 dollars à New York par exemple, ce qui est légitime, c'est un fonds de commerce. Et ils considèrent que les VTC n'ont pas vocation à être sur les mêmes plates-bandes que les taxis parce que eux n'ont pas une licence à acheter. Ce qui n'a pas forcément de sens parce que c'est pas le même métier. Alors en quoi c'est pas le même métier justement ? Parce que vous transportez des gens d'un point A à un point B.
si je commande un taxi, c'est également pour aller d'un point A à un point B. Quelle est la grande différence? Grande différence se situe au niveau de la qualité de service. Lorsque vous allez vouloir aller à un rendez-vous professionnel ou aller au restaurant ou rentrer chez vous, peut-être que vous aurez envie d'avoir une petite bouteille d'eau ou un chauffeur qui sera poli, bien habillé, à votre disposition si vous avez besoin d'aller à droite ou à gauche, terminer une session shopping ou aller récupérer les enfants à l'école. Là où le taxi n'offrira pas forcément cette qualité de service, un VTC, donc un chauffeur de véhicule de tourisme, lui sera à votre disposition, moyennant un prix un petit peu plus élevé, ce qui est légitime parce qu'on est dans la qualité de service qui est différenciante. Alors un prix un petit peu plus élevé, vous pouvez donner un petit ordre de grandeur à quel point il est plus élevé? Pour une berline type Mercedes classe E, voire classe S, ou une BMW série 5 ou série 7, la tarification peut être de 10, 15, peut-être 20% plus élevée, ce qui est une des gammes proposées par allocab.com. On propose à la fois de l'éco, donc ce qui est moins une berline que par exemple une Skoda ou une 508. On propose ce genre de service-là. Également donc en berline, et si besoin, si nécessaire, on peut également proposer un van pour les groupes, les familles par exemple, ou des mototaxis pour les businessmen qui sont pressés. Voilà. Alors donc vous avez le droit de prendre des gens sur réservation. Quel droit est-ce qu'un VTC n'a pas aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a un flou juridique au niveau du couloir de bus. Le VTC, donc nous, par mesure de précaution, entre guillemets, on va pas prendre les couloirs de bus. Ça va être réservé donc aux bus et aux taxis. On attend peut-être que le gouvernement fasse quelque chose à ce niveau-là. Le couloir de bus étant étant un espace public pour le transport de personnes, ça me paraît légitime que les VTC y aient le droit également. Donc c'est une course qui va être payée, c'est un transport à titre onéreux, et n'ont pas le droit, les VTC n'ont pas le droit de faire du racolage actif, à contrario des taxis qui, eux, c'est légitime, vont pouvoir marauder dans les rues de Paris, notamment ou les rues de France, pour dire voilà, je suis disponible, n'hésitez pas à me commander. D'accord, donc concrètement, le taxi, lui, peut rouler avec son petit lampion lumineux allumé au vert, et donc ce cas-là, un client peut le héler dans la rue. Un VTC n'est a priori pas reconnaissable, on peut donc pas l'arrêter dans la rue. Ça, c'est un droit que vous ne revendiquez pas. Nous, on propose un transport avec des véhicules banalisés. On n'a pas besoin de faire de la maraude, du racolage, parce que notre service fonctionne exclusivement sur réservation. La majorité de nos réservations sont faites à l'avance, que ce soit 8, 10, 24 heures à l'avance, jusqu'à 3 mois à l'avance. Et ça ne pose finalement pas de problème. Alors, là où ça peut poser un problème, l'histoire des 15 minutes dont on parle depuis quelques jours, se situe à la fois au niveau du client, je vais dire, et au niveau du chauffeur. Au niveau du client, c'est finalement juste la liberté du client de choisir ce qu'il veut à tout moment. Alors on va y venir à ces fameuses 15 minutes. Juste pour que nos téléspectateurs comprennent, maraude et racolage, c'est des termes qui semblent un peu péjoratifs, mais ce sont les termes officiels, même employés dans les circulaires gouvernementales. Oui. Alors, en début de semaine, donc, le ministère de l'Intérieur a publié donc, une série de nouvelles mesures qui sont destinées, alors, je cite, à mieux réguler la concurrence entre taxis et VTC, et élargir l'offre de transport, notamment à Paris. Donc, parmi ces mesures, on parle du marché de la maraude, on parle du marché de la réservation préalable, mais il y a donc ce fameux délai de 15 minutes qui, à compter du 1er janvier, sera imposé au VTC entre la commande et la prise en charge. Expliquez-nous ça. Donc c'est ce qui fait un peu la polémique. On va prendre un peu de hauteur, prenons un peu de recul, parce que aujourd'hui allocab.com ne va pas souffrir de ce problème de 15 minutes parce que nous fonctionnons sur des réservations à l'avance, je le précise. Donc plus de 15 minutes. Ça peut être 1 heure, 2 heures ou plus. Le délai de 15 minutes. Oui. Vous n'avez pas toujours dit ça, parce que quand il a été question de ça, on va dire au début d'été, je me souviens avoir entendu votre président s'insurger un peu contre ces 15 minutes. Voilà. Alors,
il n'était pas question, enfin, il était pas normal si une voiture se présentait devant un client, que dans un délai inférieur à 15 minutes, que le client doit attendre dehors avant de monter dans la voiture. Enfin, il y a une espèce d'anachronisme là-dedans. Tout à fait. Prenons juste un peu de hauteur sur ce sujet. Le client, lui, ne souhaite pas attendre. Et c'est légitime de vouloir accéder à un service qui est disponible. S'il peut l'avoir sur son téléphone et le commander immédiatement, je trouve ça complètement légitime qu'il puisse soit commander un taxi, soit une berline, soit un mototaxi ou éventuellement un van s'ils sont en groupe. Ça, c'est du côté client. Je pense que je me sens très libre en tant que client de pouvoir commander ce que je veux à n'importe quel moment. Et du côté du chauffeur, on a fait un calcul rapide. 15 minutes d'attente sur une année, ça fait quasiment un mois d'attente, un mois de chiffre d'affaires en moins pour lui, pour rien, pour quelque chose qui n'est pas forcément justifié. Nous, notre réseau chez Allocab, on y fait très attention parce qu'on est apporteur d'affaires pour notre réseau de chauffeurs. Et donc, du coup, on est très à l'écoute de leurs besoins et de leurs ressentis vis-à-vis de la loi. Donc, pour faire très simple, on n'est pas impacté par ce sujet des 15 minutes, mais on a quand même un point de vue qui est que pour le consommateur et pour le chauffeur, c'est illogique, c'est pas forcément très légitime. Alors, dans ces 15 minutes, donc ça c'est acquis. Hein. Au 1er janvier, le délai de 15 minutes sera respecté entre la commande et la prise en charge. Maintenant, dans cette série de mesures, il y a finalement des choses qui sont bonnes, peut-être pour vous et aussi pour le client, puisque il a été décidé de mettre 1000 taxis supplémentaires en circulation à Paris. Oui, très bien. Ça aurait dû être il y a très longtemps, que ce soit mis en place. C'est une très bonne chose. Je suis pour la multiplication des services, des moyens de transport. Nous, on n'est pas en concurrence avec les taxis. Alors, vous pouvez le voir sur nos comptes Twitter. On est sans cesse en train de discuter avec les taxis pendant qu'eux nous insultent. On ouvre nos portes. On n'est pas dans une confrontation, en fait. On souhaite simplement ouvrir la discussion et trouver un accord, finalement. On n'est pas dans le même niveau de service, je le répète. On n'est pas dans la même gamme de qualité de service. Je vais prendre un exemple. À 4 heures du matin, on n'a pas forcément besoin d'une classe S pour rentrer chez soi. Mais si c'est pour impressionner madame ou aller au restaurant, peut-être qu'une BMW série 5 sera très attendue avec la petite bouteille d'eau et tout le service qui va avec. Voilà. On parle d'humain, on parle de sur-mesure. Voilà. On s'adresse à chacune des personnes de manière personnalisée. Alors, est-ce que finalement on peut pas se dire que ces mesures ont été faites pour faire avaler en quelque sorte la pilule chauffeur de taxi, parce que il y a une chose qui m'a frappé, que vous n'aviez pas le droit de faire avant et que maintenant vous auriez le droit de faire, c'est que le délai de 15 minutes ne s'appliquera pas, je cite, aux activités liées au tourisme que sont la prise en charge du client à partir d'un hôtel haut de gamme, il faudra s'entendre sur le terme haut de gamme, ou à l'occasion d'un salon professionnel. C'est-à-dire qu'à partir du 1er janvier, vous aurez le droit, que vous n'aviez pas avant, de stationner devant les hôtels ou les salons. Alors, je veux dire, c'est quelque chose qui est habituellement utilisé, pratiqué habituellement en fait. C'est-à-dire que les grands hôtels qui sont aussi nos clients nous appellent et finalement c'est le client qui va décider lorsqu'il va sortir de sa chambre. Donc effectivement il va falloir qu'on patiente quelques minutes, 1, 2, 5, peut-être 10 minutes, le temps que le client sorte de l'hôtel et se rende disponible pour aller dans le véhicule. Encore une fois, c'est pas nouveau. Ça n'apporte pas grand-chose. Le taxi le fait déjà et le véhicule de tourisme avec chauffeur le fait également une fois qu'il a été réservé. Alors on entend certains chauffeurs de taxi ou certains syndicats de taxi qui parlent de procédés illégaux des VTC comme des compteurs eurokilométriques, ce genre de choses. Ça vous concerne ça ? Alors non plus. Les premiers acteurs qui ont lancé des services de VTC, effectivement, ont encore des compteurs virtuels, des compteurs eurokilométriques virtuels, ce qui est effectivement illégal en regard de la loi. Nous, nos prix sont décidés à l'avance
et non seulement à l'avance, mais à la réservation et par le client lui-même. C'est lui qui va décider du tarif qu'il va régler. Je vais reprendre le même exemple que pour les compagnies aériennes. Si j'ai envie d'un billet éco, d'un véhicule éco chez Allocab, ça va me coûter peut-être 10, 15, 20 euros. Tandis que si je veux être en première classe dans un avion, je vais pouvoir avoir une Mercedes classe S500 qui sera sensationnelle avec un service proche de la conciergerie. Mais effectivement, ça va me coûter peut-être 40, 50 euros. C'est du sur-mesure et voilà. Christophe, on a l'impression que ce problème est finalement très parisien. Est-ce que l'avenir du VTC est cantonné à Paris ou est-ce qu'il est voué à s'étendre ailleurs en France ? Alors, c'est ce qui m'a étonné dès le démarrage. On a souvent des petites polémiques très parisiennes. Le chauffeur de tourisme, initialement, c'est parce qu'il souhaite rendre service, mais également faire partager finalement la culture, alors je veux dire française, mais la culture générale qu'il a dans son pays, que ce soit en France ou à l'étranger. Nous, chez Allocab, on est dans plus de 50 villes en France. Je vais pas parler de Paris cette fois, mais ne serait-ce qu'en PACA, les habitudes de tourisme de transport entre Monaco, Nice, Cannes se font tout le temps par des véhicules de tourisme avec chauffeur. Je peux même, pour la petite anecdote, parler des hélicoptères qui sont très avantageux pour des hommes d'affaires qui ont besoin de se transporter. Je pense également en Champagne ou à Bordeaux, dans le pays bordelais, où la culture gastronomique, le vin, fait que les véhicules de tourisme, en tout cas dans notre offre, on n'hésite pas à mettre en valeur justement le terroir français en proposant du transport, mais également de la découverte locale de produits, de gastronomie, de vignobles, etc. Donc on est loin de juste la petite polémique parisienne. L'idée, c'est mettre en avant le chauffeur de tourisme partout en France. Et je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas concentré en premier sur la France et on est resté borné sur Paris, ce qui est vraiment, vraiment dommage. Voilà Christophe, je vous remercie. Je pense que c'est un sujet qu'on sera amené à retraiter à l'avenir, d'ailleurs pour voir comment se passe cette transition et la mise en place de ces nouvelles mesures. Driss, le VTC, c'est quelque chose que vous empruntez ? Non, jamais. Moi je suis parisien. Scooter, moto. Moto en permanence, mais c'est vrai que les échos que j'ai pu en avoir, les gens ont souvent des soucis pour avoir un taxi, sans même parler de l'amabilité légendaire des taxis parisiens. Au-delà de ça, là, en écoutant la conversation, je me disais que finalement, les 15 minutes, je fais une soirée, je commande un VTC sur mon téléphone, le temps de sortir, récupérer son blouson et d'être dehors. Ça changera peut-être pas grand-chose finalement. Merci Christophe Amalric. Merci à vous. Bonne Driss, journée. Tout de suite, après une petite virgule, on va parler du CITEC. Christophe Lefebvre, bonjour. Bonjour. Alors Christophe, on va se reparler dans les minutes qui suivent de futur, de mobilité du futur. Vous êtes le monsieur technologie de Honda France. Driss, vous êtes allé au CITEC, un salon qui se tient à Tokyo tous les ans. Racontez-nous un petit peu ce que c'est que le CITEC. Alors le CITEC, c'est un salon qui est un peu particulier dans le monde, en ce sens que c'est un salon qui est dédié aux technologies. Donc technologie à la fois dans tout ce qui est produits high-tech, comme on les connaît très bien, mais également technologie appliquée à l'automobile. Donc ce salon, vraiment, c'est essentiellement, on voit énormément de composants, on voit énormément de produits finis, mais la plupart du temps, ce sont des technologies à venir, c'est-à-dire que ce sont des applications concrètes qu'on ne verra dans la vie courante que d'ici 2, 3, 4 ans. Alors c'est un salon technologique, mais il y a énormément de véhicules en tout genre. Ça ressemble presque un petit peu à
un pré-salon de Tokyo. On a l'impression, c'est que des concept cars, c'est des choses qui existent, c'est des choses qui... Eh ben, de plus en plus, oui. L'an dernier, déjà, l'automobile était très présente sur le salon. Cette année, c'est encore plus important. On a essentiellement, donc oui, des concepts. Là, ce qu'il faut avouer surtout, c'est que c'est l'électrique qui prend le dessus. Il y a énormément de voitures électriques, bon, uniquement des constructeurs japonais. On voit également pas mal de solutions, comme on va le voir par la suite, d'assistance à la conduite. Il y a tout un tas de technologies qui devraient être intégrées dans le futur dans les voitures. Alors, on parle avec Christophe Lefebvre. Honda expose des choses là-bas. Hein. Racontez un peu nous ça. Oui, Honda expose évidemment des véhicules et notamment le microcommuter que vous avez dû voir. On peut le voir à l'image, ouais. On a, je crois même, Driss qui est à cheval sur cet engin. Non, le microcommuter, c'est une petite voiture électrique. Je confonds avec l'autre, pardon, c'est moi. Donc oui, enfin, on l'a quand même à l'image, si on peut le voir. Donc, racontez-nous, qu'est-ce que c'est que le microcommuter? C'est une petite voiture, 3 places, c'est ça? 2 places? 3 places. C'est une petite voiture, 3 places ou 2 places, alors ça dépend de la configuration, évidemment. Mais l'idée, c'est de réduire l'impact environnemental avec la mobilité. Et puis on s'aperçoit le matin ou le soir, quand on regarde sur la route les gens qui vont au travail, bien qu'il y a beaucoup de gens qui roulent seuls dans leur voiture. Donc l'idée derrière tout ça, c'est de se dire, au lieu d'avoir une voiture relativement imposante, pourquoi ne pas avoir un micro-véhicule qui pourrait prendre un seul conducteur ou 2 conducteurs, enfin deux personnes, et puis réduire l'impact environnemental. Alors évidemment, c'est un véhicule électrique qui développe une quinzaine de kilowatts, a une autonomie d'environ 60 km, mais quand on sait que le trajet domicile-travail est de moins de 30 km, c'est amplement suffisant. Alors puis ce concept-là sera par la suite étendu aux entreprises, dans des flottes d'entreprises. Alors nous, en Europe, on a déjà ce genre de véhicule, je pense à la Smart notamment. En quoi c'est différent le microcommuter? Effectivement, en Europe, on a ce type de véhicule. L'idée, quelque part, c'est de se dire, on a aussi de la moto, mais tout le monde ne peut pas utiliser une moto pour différentes raisons, des raisons de sécurité ou même d'assurance sur la moto. Un véhicule bien assis sur la route, c'est quand même préférable. Et c'est un véhicule qui est abordable pour tout le monde. Et c'est vraiment derrière ce concept que ces véhicules ont été développés. Alors vous disiez bien assis sur la route, il y a un autre véhicule que Driss a essayé, c'est l'Unicube. Oui, alors là, c'est quelque chose de particulier. On va pas appeler ça un véhicule, c'est un fauteuil. J'appelais ça le fauteuil du feignant. On va le voir à l'image, je crois. C'est assez amusant, si on peut le voir en régie. Voilà. Alors ça, c'est vous, Driss. Voilà. Donc en fait, c'est un fauteuil qui sera destiné au bureau. Pour les personnes qui ont peut-être des soucis pour se déplacer, c'est assez amusant. Ça se conduire, je sais pas trop comment on va dire ça. Ça se déplace très très facilement. On se penche vers l'avant donc pour avancer, vers l'arrière pour freiner. Comme un Segway dans tous les sens. Oui, c'est un peu le même principe. C'est un peu le même principe. C'est vraiment très très simple. C'est amusant. On est assis. C'est assez étonnant. Christophe, ce genre de petites choses, c'est voué à être commercialisé? Oui, bien sûr. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière, au Mondial de l'automobile, on avait un petit système qui était similaire, qu'on a présenté. On faisait une démonstration toutes les heures, qu'on appelait le U3X. C'était assez marrant. On avait une danseuse, ce petit tabouret roulant, et la danseuse faisait un show avec ce tabouret. On l'a d'ailleurs, nous, essayé ici, tout le personnel de Honda France, on l'a essayé ici. C'est quelque chose qui marche bien. C'est issu de technologies, par exemple, on utilise des capteurs gyroscopiques avec ce système qui est issu de notre robotique, par exemple de Asimo. Et c'est quelque chose qui va être proposé effectivement dans
dans les bureaux, mais qui va être proposé aussi, par exemple, dans les musées. Vous savez, dans les musées, on piétine, c'est des fois un peu fatigant. Et bien, pourquoi ne pas utiliser ce type de véhicule pour aller visiter le musée ou pour aller visiter, par exemple, un aquarium? C'est quand même beaucoup plus confortable. Alors Christophe, moi il y a une chose qui est un petit peu paradoxale qui m'a marqué, c'est que sur ce salon notamment, mais sur d'autres, on voit beaucoup de véhicules électriques. Or, Honda aujourd'hui n'a pas de véhicule électrique à son catalogue. Pourquoi ce paradoxe? C'est pas un peu étonnant ça? Alors, notre vision, c'est effectivement le véhicule électrique. Alors, pour mémoire, en 99, nous avions sorti une génération de véhicules électriques qu'on appelait les EV, EV0, EV1. On a poursuivi avec les modèles hybrides, hein, toute la génération des Insight, des Civic, des CRZ, des Jazz hybrides, donc qui occupent quand même une partie électrique. Donc ça, c'est ce que vous avez aujourd'hui au catalogue, hein, qu'on soit bien clair. On utilise depuis d'ailleurs 99. Et puis derrière tout ça, on a d'autres véhicules aussi, des véhicules purement électriques. Au Japon, il y a ce qu'on appelle la Fit électrique, hein, c'est la Jazz avec un moteur électrique. Et Honda fait de grosses recherches dans la pile à combustible. Alors allez-y, oui, c'est votre démonstrateur concept micro-série FCX. Ça remonte à quand ces recherches? Alors, les recherches remontent à 1998, où on a sorti le premier concept FCX Clarity. Et puis, il y a eu d'autres évolutions du FCX Clarity, notamment en 2006-2007, où on a mis Alors là, voilà, flotte. on voit à l'image le concept actuel, hein. Ouais, voilà, c'est le véhicule actuel. Hein. Une flotte de véhicules, d'une trentaine de véhicules disponibles en location au Japon et surtout aux États-Unis. Donc le FCX Clarity, c'est quoi? Ben, c'est d'abord un véhicule électrique, mais c'est son mode d'alimentation qui diffère par rapport à un véhicule électrique à batterie classique. Nous, on alimente en électrique à partir d'une pile à combustible. Et la pile à combustible, elle marche simplement. On voit une petite illustration qui explique comment ça marche. Voilà, un apport d'hydrogène. De l'autre côté, un apport d'oxygène qu'on trouve dans l'air. On passe dans une pile qui fait une réaction chimique. On sort trois choses. La première chose, c'est de l'électricité qu'on utilise directement pour alimenter le moteur électrique. La deuxième chose, c'est de la chaleur. Et là, on vient chauffer l'habitacle. Et puis le rejet, eh bien, le rejet, c'est de l'eau. Donc à l'échappement, on a de la vapeur d'eau. Donc on a en émission, c'est zéro émission, et on a un véhicule qui fonctionne correctement, hein, puisque l'autonomie est d'environ 460 km, et on recharge la bonbonne d'hydrogène en environ 3 à 4 minutes. Alors là, on fait le plein de ce véhicule comme on ferait un plein d'essence. Hein. C'est quelque chose de simple. On va à la pompe. On a une petite vidéo qui montre ça. On va à la pompe, voilà, le réservoir s'ouvre. On retire un bouchon, pareil, hein, et on va tranquillement chercher sa pompe, la brancher. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas déjà ça dans toutes les pompes, j'ai envie de dire, du monde entier? Quel est l'écueil, quel est l'obstacle qui empêche ça aujourd'hui? Alors, il y a plusieurs obstacles. Le premier obstacle, c'est d'abord la distribution d'hydrogène. Parce que vous avez bien vu autour de vous, hein, vous n'avez pas de station d'hydrogène. Il y a un acteur en France qui travaille d'arrache-pied sur cette problématique, qui est Air Liquide. Donc Air Liquide a vraiment l'intention de développer des pompes et des systèmes de distribution à travers la France et à travers l'Europe. Il y a également d'autres acteurs en Europe du Nord qui cherchent à faire une sorte de route de l'hydrogène. Mais pour l'instant, l'hydrogène n'est pas présente en termes de distribution. La production, c'est pas trop un problème parce qu'on sait faire de l'hydrogène à partir de plein de choses. Hein. À partir de on peut craquer un gaz naturel, on peut en faire à partir de l'électrolyse de l'eau, on peut en faire à travers
plein de choses qu'on connaît déjà. C'est pas trop le problème. Le problème, c'est vraiment la distribution. Alors ça, c'est le côté distribution. L'autre côté, c'est un côté plus industriel. Nous, les constructeurs automobiles, la pile à combustible utilise des matériaux nobles, et notamment du platine. Et la difficulté, c'est de réduire le platine dans les piles à combustible ou de trouver un matériau de substitution. Alors vous en êtes où? En gros, aujourd'hui, on voit ces voitures qui roulent. Moi, je me souviens même la FCX Clarity l'avoir essayé il y a 2 ou 3 ans lors d'une présentation avant le Mondial de Paris. Concrètement, on peut espérer avoir ce genre de véhicule sur la route et on va dire pour tout le monde, entre guillemets, à partir de quand? Pour vous, c'est quand l'horizon de l'hydrogène? Alors, l'horizon de l'hydrogène, ça va être normalement assez court, puisque notre président, M. Ito, a annoncé des véhicules à hydrogène à partir de 2015 au Japon. Alors, des véhicules qui vont être sur des plateformes de berline actuelles, hein, parce que le FCX Clarity est un véhicule uniquement dédié à la pile à combustible. Mais on va prendre des plateformes de véhicules actuels et on va mettre des piles à combustible. Donc, Japon 2015, l'horizon en Europe est un peu plus lointain et nous espérons voir des véhicules aux alentours de 2019-2020. En termes de coûts, qu'est-ce que ça représente? Alors, les coûts ne sont pas du tout définis pour l'instant parce que les véhicules que l'on a en test au Japon et aux États-Unis coûtent extrêmement cher puisque c'est que du développement. Mais l'idée, c'est vraiment de développer un véhicule base berline qui coûterait la même chose qu'un véhicule avec un moteur diesel actuel. C'est vraiment dans cette optique-là. Et Honda développe la réduction de platine dans les piles à combustible et travaille sur des modèles industriels pour fabriquer la pile à combustible, pour évidemment réduire les coûts de production et réduire le coût directement au client final. Mais il y aura toujours un problème qui est celui de la distribution. Parce qu'aujourd'hui, au niveau des grands pétroliers, je les vois un peu mal vous laisser le champ libre. Alors, la distribution, c'est vrai, on s'est posé cette question, nous, en tant que constructeur. Mais on ne peut pas aborder ce problème-là en disant on ne va rien faire parce qu'il n'y a pas de distribution. Souvenez-vous, dans les années 1900, quand le moteur à combustion interne est apparu, le moteur de M. Rudolf Diesel, eh bien, il n'y avait pas de pompe à essence, il n'y avait pas de pompe à gasoil non plus sur le bord des routes. Et c'est la distribution qui s'est installée à cause des véhicules qui étaient sur la route. Eh bien, nous, avec l'hydrogène, on pense qu'on peut suivre exactement ce même principe, ce même schéma, et la distribution va s'installer toute seule, j'allais dire, naturellement. Alors, Driss, à Tokyo Citec, il n'y avait pas que Honda, il y avait d'autres choses aussi. Qu'est-ce qui vous a marqué chez les constructeurs japonais et qu'est-ce qu'on va voir bientôt? Alors, tous les grands constructeurs étaient là. L'an dernier, ils nous présentaient tous leurs bornes de charge électrique pour les voitures électriques. C'était assez drôle d'ailleurs de voir ça. Ça ressemblait à des stations-service, mais électrique. Alors cette année, la grosse tendance, c'est l'induction. Donc l'induction, c'est la recharge sans fil. C'est une technologie qui existe déjà dans... On peut aujourd'hui avoir des produits qui fonctionnent par induction, notamment je pense à la téléphonie mobile. Donc le concept de l'induction, c'est très simple. Là, vous avez... ça, oui. Donc voilà, là on voit une voiture chez Nissan. Une voiture normale, là en l'occurrence c'est une Toyota Prius apparemment. Ça ne change absolument rien, si ce n'est que la voiture, au lieu d'avoir un fil qui va courir entre la borne et la voiture, vous allez avoir une plaque qui est au sol. Vous avez également une autre plaque, si je puis dire, qui est sous la voiture. Vous garez la voiture au-dessus de cette borne et la charge est automatique. Donc sans fil, sans rien. Christophe Lefebvre, ça vous parle l'induction? Pourquoi est-ce que vous y pensez? C'est quelque chose que pour l'avenir, pour les véhicules électriques d'Honda auxquels vous pensez? Oui, bien sûr, mais je pense que ça parle à tous les constructeurs. La difficulté aujourd'hui, c'est d'abord le temps de charge et puis d'aller mettre sa prise au niveau de la voiture.
c'est vraiment le problème numéro un des constructeurs. Et évidemment, tous les constructeurs travaillent sur les charges par induction. Alors, ce qui avait d'étonnant, c'est qu'on a les constructeurs qu'on connaît bien, mais il y a aussi certaines marques comme Pioneer, qu'on connaît plus dans l'audio-vidéo, qui aussi travaillent sur ce type de technologie. Donc c'est vraiment tout le monde s'y met. C'était la grande tendance cette année, la charge sans fil. Alors, autre chose peut-être. Alors autre chose, on est allé également chez Nissan. Donc ça c'est la voiture du futur. Bon, un défaut dans les années 2000 d'avoir la voiture qui vole, on aura peut-être, même sûrement, la voiture qui se conduit de manière autonome. Donc on n'a plus besoin de toucher le volant. Donc Nissan avait fait sensation l'an dernier avec une voiture autonome. Ils sont revenus cette année avec un nouveau modèle qui a été amélioré. Donc ils ont augmenté un petit peu la difficulté en mettant une deuxième voiture. C'est une Leaf électrique, moi, ce que je vois là. Mais... Exactement. Bon, l'intérieur change un petit peu. Donc comme vous le voyez, le pilote, le chauffeur ne touche pas le volant. Donc la voiture se conduit toute seule. Donc là où ils ont augmenté la difficulté cette année, c'est qu'il y avait un second véhicule qui était là pour vous montrer que la voiture pouvait d'elle-même donc s'arrêter au stop, respecter les priorités ou même effectuer un dépassement. Ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est que ça fonctionne selon plusieurs technologies. C'est vrai qu'on va se dire, bon là, sur un circuit fermé comme ça, tout avait été programmé. En fait, la voiture fonctionne à la fois avec des radars. Donc il y a tout un tas de lasers plutôt qui étudient l'environnement autour de la voiture et également des caméras qui notamment analysent le marquage au sol. Moi ça m'amusait un petit peu parce que ça me rappelait la Grande Vadrouille. Je ne sais pas si tu te souviens de ce film-là. Donc voilà, c'est pour ça que on ne se contente pas du marquage au sol pour conduire la voiture. Vélo. Voilà, exactement. Donc là, le prototype fonctionnait plutôt bien. Nissan espère sortir les premiers véhicules d'ici 2020 au Japon. Alors ça va être un peu la guerre parce qu'on a entendu notre ministre du redressement productif en parler comme un axe de développement pour l'industrie automobile française. On a vu Mercedes qui préparait sa classe S. Google qui développe une voiture depuis longtemps, également une voiture automatique. Donc, concrètement, ça, c'est quelque chose qu'on va voir dans les années à venir sur les routes. Aujourd'hui, les accueils, c'est quoi? C'est législatif? Alors oui, c'est le premier écueil parce qu'on n'a pas le droit Aujourd'hui, une voiture, il faut rester maître de son véhicule. Il faut quand même que le chauffeur soit là. Donc l'idée, ce que nous disent tous les constructeurs, donc là, on nous montre que les voitures peuvent effectivement fonctionner de manière autonome. Là, il y a aussi Toyota qui a fait une annonce, Ford, enfin tout le monde y va de son annonce. L'idée, c'est surtout d'assister le conducteur. C'est pas de remplacer totalement le conducteur, ce qui permet justement d'éviter cet écueil législatif. D'accord. Christophe Lefebvre, voiture automatique, vous y croyez chez Honda? On y croit, oui, forcément. On a hier envoyé un communiqué, nous aussi, on y va de nos communiqués, sur ce type de véhicule. Je reprends ce que disait Driss. Effectivement, c'est toujours le conducteur qui va rester maître de son véhicule et on va aller l'assister sur plein de choses, l'aide à la conduite, l'aide au stationnement, mais également ce que développe Honda, l'aide au niveau du trafic. Donner des informations aux véhicules et aux conducteurs pour minimiser les impacts des bouchons. Ça, on y travaille fort. On travaille d'ailleurs même sur des applications smartphone. Christophe Lefebvre, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. On se retrouvera sans doute très bientôt pour reparler de tous ces engins du futur. On va enchaîner tout de suite avec un autre sujet beaucoup plus noir, le livre noir de Renault. Benjamin Cuc, bonjour. Bonjour. Alors Benjamin, vous êtes journaliste, vous travaillez pour Le Parisien et vous publiez chez First le livre noir de Renault. Alors c'est un livre dans lequel vous attaquez frontalement Renault, vous n'avez pas peur, vous parlez à la première personne pendant 300 pages et un peu sur tous les thèmes, social, économie, stratégie. Pourquoi vous êtes attaqué à Renault déjà ? Tout ce qui se passe chez Renault a des répercussions sur la France depuis 70 ans. Ça a été longtemps un laboratoire social, et aujourd'hui c'est juste un laboratoire social, mais d'une manière un petit peu détournée, c'est-à-dire que la libéralisation de la société, on la constate au fur et à mesure chez Renault, et on la constate aussi au fur et à mesure dans la société française. Alors on vous entend pas très bien, il faudrait peut-être rapprocher légèrement le micro. Est-ce que vous pouvez
Bon, alors, Renault, hein, comme vous dites, hein, à plusieurs reprises dans le livre, quand Renault éternue, la France s'enrhume. Renault, ça rime avec social. Expliquez-nous d'où on est parti et où on est aujourd'hui en France au niveau social avec Renault. Il y avait combien de gens qui travaillaient pour Renault et à combien on est aujourd'hui ? On était à 100 000 il y a quelques années. Aujourd'hui, on est à 40 000 en France pour à peu près 150 000 personnes qui travaillent dans le monde. Mais Renault, c'était une société qui avait une vocation à être, je vous dis, un laboratoire social. C'est-à-dire que c'est la première entreprise où on a donné une quatrième semaine de congé payé. C'est la première entreprise où on a donné des retraites complémentaires, des mutuelles, des choses comme ça. Et on se disait, si Renault va bien, la France va aller bien. Et on fabriquait des voitures qui étaient des voitures populaires, destinées à toutes les classes de la société. C'est-à-dire qu'il y avait une gamme à la fois verticale et une gamme horizontale, dans chaque gamme verticale. C'est-à-dire qu'on partait de la 5 à la 25 dans les années 80, pour les auditeurs les plus récents. C'est-à-dire qu'on avait la R5TL, la Super 5TL et la Super 5 GT Turbo. Et on avait la R25 TS et la R25 V6 Baccarat. C'est-à-dire que dans chaque niveau de société, on pouvait retrouver la Renault qui nous correspondait. Donc on allait de l'ouvrier au ministre, hein. En gros c'est ça. Hein, exactement, de l'ouvrier au ministre, tout le monde pouvait avoir sa Renault. Et aujourd'hui, Renault, c'est quoi ? C'est quoi la gamme ? Aujourd'hui, la gamme de Renault, c'est quoi ? C'est une question qu'on peut se poser. Aujourd'hui, c'est 3 petits modèles, des segments totalement inexistants, des ventes catatoniques sur le moyen et le haut de gamme, une stratégie qui paraît être à courte vue. C'est tout à fait dramatique. La gestion de Renault aujourd'hui, on se demande où va l'entreprise. Alors la stratégie de Renault, hein, on peut la définir selon 2 axes qui sont le low cost et l'électrique. C'était pas une bonne idée le low cost ? Le low cost, c'est de la casse sociale en France, quoi. On aura toutes les voitures qu'on fabrique en Roumanie, en Turquie ou maintenant au Maroc, on aurait très bien pu les fabriquer en France parce que la Clio, qui maintenant est un modèle low cost puisque fabriquée en Turquie dans des conditions sociales assez désagréables pour les ouvriers qui bossent là-bas, elle a longtemps été fabriquée à Flins. La Twingo qui était fabriquée à Flins aussi, à 2,5 millions d'exemplaires. On a atteint péniblement les 800 000 à Novo Mesto en Slovénie. On aurait très bien pu, on n'était pas obligé de délocaliser ces productions. Et on pourrait aujourd'hui fabriquer des Logan en France sans que ça coûte beaucoup plus cher. Le coût de la main-d'œuvre dans l'industrie automobile, c'est 13%. Avec des voitures qui sont éprouvées comme la Logan, on pourrait la fabriquer en France, ça ne coûterait pas plus cher. C'est pas les voitures qui sortiraient plus cher dans la mesure où déjà les moteurs sont fabriqués en France. Le moteur de la TCE 90, de la Logan TCE 90 est fabriqué à Douai, envoyé avec un bilan carbone assez approximatif, on va dire, envoyé en Roumanie et rapatrié en France derrière. On pourrait tout à fait fabriquer ces voitures à Flins. Alors on voit, on peut voir à l'image, il y a les usines de Renault, Dacia, donc en Roumanie ou au Maroc, sont ultra modernes. Vous, ce que vous dites en gros, c'est qu'on a délaissé l'outil de production français qui était là, sur place, prêt à prendre le relais de cette stratégie low cost pour développer dans ces pays émergents, c'est ça ? Exactement. On a cassé l'emploi en France, parce que l'emploi en France, il est structuré, parce que c'est pas moderne de fabriquer les ouvriers, c'est moche, c'est sale. On préfère fabriquer dans des pays du tiers-monde, et au moins, en plus, dans des pays du tiers-monde où les gens sont bien tenus. C'est-à-dire qu'on risque pas trop une grève au Maroc. Au Maroc, à 250 € par mois de salaire pour un ouvrier, on est à peu près tranquille, ils vont pas se mettre en grève. D'ailleurs, le droit de grève n'existe pas, donc c'est encore plus le paradis pour l'industrie. Alors ça c'est pour ce qui est du low cost. Il y a un autre axe stratégique qui a été développé par le président de Renault, Carlos Ghosn, depuis les années 2007-2008, qui est l'électrique. Alors l'électrique, là on vient de le voir, c'est pas le futur l'électrique, Benjamin ? Déjà pour finir sur le low cost, Carlos Ghosn ne voulait pas du low cost au départ. Il trouvait que c'était la voiture Frankenstein. Il n'en voulait pas, lui il y croyait pas. Lui ce qu'il voulait c'était vendre des Laguna. La Laguna 3, ça c'était son produit. Il y croyait à la Laguna 3, hein. 300 000 exemplaires. Vraiment un succès. Donc non, l'électrique c'est formidable. Entre 2008 et 2012, le Renault Nissan a investi 4 milliards d'euros dans la voiture électrique.
4 milliards d'euros. Cette année, ils en ont vendu 34 000 en Europe. Alors, à l'époque, hein, si ma mémoire est bonne, le gouvernement et le président de Renault tablaient sur, je crois, 2 millions de véhicules électriques en circulation en 2020 en France. On en est loin, c'est ça que vous dites? Oui, c'est ça que je dis, et c'est ça que Carlos Ghosn a reconnu, qu'il n'y arriverait pas. Le système de changement de batterie fait avec la société, dont j'ai oublié le nom, Better Place a fait faillite. Rien ne fonctionne, l'autonomie n'est pas au rendez-vous. Une Zoé, ça a 120 km d'autonomie. Qu'est-ce que vous voulez faire avec 120 km d'autonomie sur votre voiture à vous? Quand vous avez 120 km d'autonomie sur l'ordinateur de bord, vous dites « faut que je fasse le plein parce que je vais tomber en rade ». Là, vous partez avec le plein avec 120 km d'autonomie. Donc, le seuil psychologique de confiance n'est pas atteint. C'est ça. Donc, en gros, on roule sur la réserve en permanence. La promesse de l'électrique, finalement, c'est le futur, mais est-ce que c'est pas aussi l'emploi immédiat en France de développer ces nouvelles technologies? Est-ce que justement, c'est pas un axe de développement social? On revient toujours à ça. Certainement, si c'était un produit de grande consommation, mais comme c'est un produit de très faible consommation, le nombre de Zoé, de Fluence ou de Kangoo électriques qui sortent des chaînes chaque jour chez Renault, c'est infinitésimal par rapport au nombre de Clio qui sortent encore des chaînes de Flin. Je veux dire, donc c'est pas de l'emploi pérenne. Je veux dire, dans combien de temps ça va durer la Zoé? Ils se sont rendus compte que la Wind, ça avait pas marché, donc ils ont arrêté la Wind. Ils arrêtent des voitures ils n'ont pas arrêté totalement la Wind, pardon. Mais ils arrêtent des voitures quand elles fonctionnent pas. On va pas continuer de produire des choses le jour qui ne servent à rien, qui ne se vendent pas. Le jour où ils vont se rendre compte que la voiture électrique est un bit complet, ils vont arrêter de les produire et donc ça va fermer encore des emplois. Alors, en espérant que ce jour n'arrive pas trop vite... je le souhaite pas, hein. C'est pas du tout mon souhait. Moi c'est plus un plaidoyer pour l'automobile qu'un réquisitoire contre Renault. Hein. D'accord. Alors, on a parlé du social, on a parlé du low cost, on a parlé de l'électrique. Il y a une autre stratégie qu'a développée Renault, ce sont les stratégies d'alliance. Est-ce que là, il y a pas du bon quand même à retenir? Qu'est-ce que serait Renault, par exemple, sans Nissan aujourd'hui? Qu'est-ce que serait Renault sans Nissan et qu'est-ce que serait Nissan sans Renault? Je vous rappelle que Renault est propriétaire de 46% de Nissan et pas l'inverse. C'est que c'est pas une alliance. Originellement, Renault achetait 35% de Nissan et faisait d'une filiale à participation minoritaire. C'est Carlos Ghosn qui a voulu faire ensuite un échange d'actions pour que Nissan entre dans le capital de Renault à hauteur de 15%. Et vice-versa pour arriver au final à 46% et parler de l'alliance Renault qui s'est soldée quand même par un exil fiscal aux Pays-Bas. Aujourd'hui, Renault BV, Renault c'est une entreprise de droit néerlandais. Elle paye ses impôts aux Pays-Bas. Ça a été fait avec la bénédiction du gouvernement Jospin en 99. Alors quand le gouvernement d'aujourd'hui nous dit oui, il faut non à l'exil fiscal, tout ça c'est sous les lois Sarkozy, l'entreprise la plus symbolique de France, Renault, paye ses impôts aux Pays-Bas grâce aux socialistes du gouvernement Jospin. Ça, faut le savoir. Est-ce qu'il n'y avait pas une contrepartie à ça à l'époque? La contrepartie, c'était quoi? C'était optimiser la rentabilité de Renault. Mais c'est absurde. Je veux dire, la rentabilité de Renault, ça a été un tour de passe-passe organisé par Louis Schweitzer et Carlos Ghosn, mais qui n'a donné rien d'autre que sinon une baisse des impôts que devrait payer Renault à l'État français. C'est tout. Alors, on vous sent très remonté. C'est-à-dire à nous. Non, je suis pas remonté. Je veux dire, c'est juste un constat. C'est 40 ans, là, ces dernières années, c'est de gabegie. Les salaires de Ghosn et de Schweitzer étaient indécents dans une société qui va mal. Quand Carlos Ghosn touche encore 12 millions d'euros par an, c'est une indécence dans une société qui va aussi mal que la société française. Et lui justifie ça totalement normalement. Voilà. Alors là, il faut que Renault ressemble à la France. On a parlé de milliards sur l'électrique, d'investissements croisés dans Nissan, qui permettent quand même à Renault et à Nissan finalement l'un et l'autre de vivre ou de survivre. Il y a un autre chapitre que vous abordez dans votre livre, c'est Avtovaz. Et alors là, vous n'y allez pas par quatre chemins. En gros, vous dites Renault a payé très cher quelque chose qui vaut rien. Bah oui. Avtovaz, c'est les fabricants de la Lada. Combien vous mettriez-vous dans une Lada? Pas beaucoup, on est d'accord.
l'entreprise était valorisée à 1 milliard de dollars. Renault a payé pour 2 milliards de dollars 50% d'Avtovaz. Donc Renault a payé 4 fois le prix, selon vous? 4 fois le prix. 4 fois le prix. Il aurait fallu peut-être, pour avoir la totalité, il y aurait peut-être une modification, mais on a payé, grosso modo, 4 fois le prix. Carlos Ghosn a quand même pensé qu'il était capable de rivaliser avec Vladimir Poutine et de regarder droit dans les yeux Vladimir Poutine et de lui dire « Moi, écoutez, je vais vous apprendre la vie ». Je veux dire, c'est quand même, à un moment, un singulier manque de discernement. Quand on a affaire à peu près au deuxième maître du monde, ou au maître du monde, ou d'une partie du monde, on fait preuve d'humilité, on ne dit pas je vais apprendre la vie à Vladimir Poutine. Mais est-ce qu'à un moment où le marché européen est en berne et où Renault finalement était très peu présent sur les marchés émergents que sont l'Asie, les États-Unis, est-ce que le marché russe qui lui semblait prometteur, est-ce que c'était pas une bonne stratégie d'aller s'implanter sur place, dans ce qu'achètent les Russes finalement, des Lada? Oui, mais à quel prix? Je veux dire, à quel prix, quoi? Je veux dire, si c'est pour y laisser votre chemise, il y a des tas de gens qui vont au casino, qui sont persuadés qu'ils vont gagner et qui ressortent en slip. C'est pas il y a un prix à payer, il y a un juste prix à payer. Le prix a été payé beaucoup trop cher. Ça, c'est la vérité. C'est très bien. Les Russes ont fait leur boulot de négociation. C'est pas les Russes qu'il faut blâmer. Je comprends parfaitement la situation de Vladimir Poutine pour le coup. Il s'est passé la chose suivante, c'est que Renault a été payé Avtovaz beaucoup trop cher, et aujourd'hui on voit les résultats d'Avtovaz Avtovaz a perdu encore 68 millions d'euros au premier semestre. Ok. Benjamin, il y a quelque chose qui a déclenché ce besoin de faire une enquête sur Renault. C'est quoi? Au fond de vous, pourquoi vous êtes attaqué à Renault? Alors, je vous dis, Renault, c'est la France, donc on s'intéresse quand même à son histoire, à l'histoire de son pays, pour moi. Et il se passe la chose suivante, c'est que en septembre, le 28 septembre 2012, Carlos Ghosn est venu solennellement sur RTL expliquer que Renault pouvait disparaître. Renault peut disparaître sous sa forme actuelle. C'est ce qu'il a expliqué à RTL, c'était la veille de l'ouverture du mondial de l'automobile. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? C'est que Renault pouvait disparaître. Mais la faute à qui? Qui est-ce qui gère Renault? C'est lui. Si Renault va mal, à qui il faut s'en prendre? Il a la politique de Diafoirus, le médecin du malade imaginaire, de Molière, qui prescrit des choses, en particulier des saignées, et qui s'étonne que le malade n'aille pas mieux. On saigne l'entreprise et on se dit merde, ça va pas mieux. Je veux dire, à un moment, il faudrait peut-être s'interroger sur la construction logique de cette entreprise. Et comment d'une entreprise qui était largement première dans plein de secteurs, on est passé à une entreprise qui est en danger, effectivement. Elle est réellement en danger. Et quand vous voyez, par exemple, il y a deux exemples. Un, dans les années 80, il y a eu une tentative américaine avec le rachat de AMC et de Jeep. On a bazardé Jeep à Chrysler. Aujourd'hui, Jeep, c'est le numéro 1 mondial du 4x4. Le numéro 1 aux États-Unis, en tout cas. Et Louis Schweitzer dit dans ses mémoires, je crois que j'ai fait une erreur. Mais qui sont ces gens payés des millions pour faire des erreurs? C'est quand même hallucinant. Ils n'en assument absolument pas les conséquences. Personne n'assume les conséquences. L'équipe de France, si l'équipe échoue, l'entraîneur est viré. Chez Renault, il est augmenté. Benjamin, je rappelle le titre de votre livre, le livre noir de Renault, c'est chez First Edition. Merci Benjamin d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous en prie. À très bientôt. Excellente journée, à très bientôt. Voilà, sans transition, comme on dit, Driss, on va parler de toute autre chose puisqu'il s'agit d'une voiture qui monte dans les avions, un Range Rover Sport. Une voiture qui va absolument partout et une voiture qui se vend là pour le coup. Donc le Range Rover Sport, Land Rover, ça se passe plutôt bien pour eux en l'occurrence, et notamment pour le Range Sport.
Pour autant, donc, ils ont présenté un nouveau modèle qui a pas mal de nouveautés. Ça commence d'abord par sa ligne. Donc on a on va le voir à l'image. Alors là, voilà. On va peut-être expliquer, oui, d'abord. Donc, lors de cet essai, Land Rover a voulu nous prouver que c'était la voiture à tout faire, qu'elle pouvait aller absolument partout. Donc, on a pu la conduire à l'intérieur d'un 747, ce qui est assez atypique comme essai. Comme vous pouvez le voir, il y a des voitures, il y a un parcours à réaliser à l'intérieur de l'avion. Donc, la voiture se conduit du bout du doigt, littéralement. C'est vraiment d'une facilité assez déconcertante. C'est aussi très impressionnant, il faut le reconnaître, parce que c'est pas non plus ce qu'il y a de plus commun de conduire dans un 747. Bon, alors, mais bon, là, ce qu'on voit, c'est effectivement une voiture qui fait pas vraiment du franchissement, mais des croisements de ponts, des choses comme ça, sur un terrain qui est finalement on ne peut plus sec, puisque ce sont des plaques métalliques. On peut faire ça ailleurs ou... Alors, on a vraiment absolument tout fait, tout type de terrain. Donc ça, c'était vraiment histoire de marquer le coup, d'impressionner on a pu également la conduire sur terre, on a pu la conduire sur des terrains un peu sur du caillou, etc. Et là où ça a été vraiment impressionnant, c'est qu'on a également été conduire la voiture dans une rivière. Donc Land Rover voulait nous montrer là encore que la voiture avait une conception qui avait évolué, notamment au niveau de l'alimentation d'air du moteur qui se trouve sur le dessus du capot. Et donc vous pouvez, comme on peut le voir là à l'image, vous pouvez aller avec la voiture dans l'eau jusqu'à 850 mm de hauteur. Donc on est pratiquement... D'accord. Alors ça c'est pour le côté tout-terrain. Maintenant le côté sport, parce que c'est pas un petit peu antinomique un 4x4 sport? Ça veut dire quoi le côté sport du Range Rover là? Alors le côté sport du Range Rover, c'est plusieurs choses. C'est forcément le moteur. Alors c'est quoi le moteur là-dessus? On a testé la version V8 de 5 litres qui développe quand même 510 chevaux. D'accord. Donc sur route, il y a quand même de quoi rouler à vitesse conséquente. Les suspensions également ont été retravaillées, donc il y a plusieurs modes de suspension. Ça, à la rigueur, on serait tenté de dire que c'est peut-être un peu là où le bas blesse, parce qu'il y a tellement une réserve de puissance, la voiture se conduit également très facilement, c'est très confortable. Il faut quand même faire un petit peu attention parce que les suspensions sont un petit peu souples, donc parfois il y a un petit phénomène de roulis, on peut se laisser emporter si on ne fait pas attention dans les virages. Ce que vous avez également qui a été retravaillé, c'est le châssis qui est maintenant en aluminium et la voiture est plus légère. Donc on a beaucoup de couple, beaucoup de puissance et c'est vraiment encore une fois très joueur. En un mot, ça coûte combien cette petite merveille ? Alors c'est là que c'est très intéressant, c'est pour ça que je vous disais que ça se vendait, parce que c'est pas non plus donné, c'est à partir de 60 000 €, mais là où c'est intéressant, c'est que par rapport au modèle concurrent, la Range Rover Sport est vraiment très très bien placée. Très bien, Driss, on se retrouve très bientôt dans le garage, puisqu'il est temps pour nous de fermer ce numéro. Moi je vous dis à dans 15 jours, vous nous suivez sur les réseaux sociaux, Twitter, le hashtag le garage, @legaragewatch pour vous abonner au compte, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.